Madame, Messieurs, bonsoir. Votre émission sur la brèche reprend ce soir après le départ de Jérémy Sié Koulibaly. Nous lui souhaitons d'ailleurs bon vent dans cette nouvelle mission. Sur la brèche ce soir, le député Albert Élisée Kiemdé. Bonsoir, Monsieur Kiemdé, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu à l'Assemblée nationale, élu du Bazéga sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement. Vous êtes aujourd'hui le président du plus jeune parti politique au Burkina, l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, présenté officiellement le 11 septembre dernier. Et cela après, bien sûr, votre exclusion de l'UPC. Nous allons revenir sur cet épisode, mais on s'arrête un instant sur votre parcours universitaire. Un baccalauréat série B obtenu en 1978 à Ouagadougou, un DEG en économie générale obtenu à Lomé en 1981, une licence et une maîtrise en planification du développement obtenu à Ouagadougou, un DSS en économie des projets à l'Université de Montpellier en France en 1984. D'abord, expliquez-nous, M. Kiemdé, pourquoi après votre bac, vous avez choisi de faire économie? Bon, il faut dire qu'à l'époque, on ne choisissait pas tellement. Hein. À l'époque, il y avait une commission nationale d'orientation qui orientait les étudiants. Nous choisissions à l'époque 3 filières. Moi, j'avais demandé commerce, économie et journalisme. Alors, en première instance, au lycée Zenda, j'avais été orienté en commerce. Et quand la commission a siégé et a décidé, j'ai été orienté en économie. Voilà. Donc, vous êtes devenu économiste par la force des choses. C'était malgré vous alors? Non, à l'époque, on affectait d'autorité, hein, suivant les notes, suivant la demande de l'intéressé, voilà un peu. Mais est-ce que vous avez pris goût, une fois que vous avez donc, vous êtes vu imposer, disons, cette filière? Non, j'ai choisi commerce, économie et journalisme. Donc, l'économie, c'est le deuxième choix. Donc, finalement, ce n'est pas une imposition en tant que telle, puisque la volonté aussi de l'étudiant a été prise en compte. Maintenant, quand j'ai fait économie, après, je me suis orienté en planification. Oui, ça c'est à partir certainement de la licence. Oui. Mais on a vu également dans ce parcours universitaire-là que c'est à Lomé que vous obtenez votre DEUG en 1981, avant de revenir poursuivre vos études à Ouagadougou. Expliquez-nous cette parenthèse togolaise. Oui, il faut dire qu'à l'époque, la plupart des étudiants burkinabés étaient affectés, soit quelques-uns à l'université de Ouagadougou, un bon lot à l'université du Bénin au Togo et une autre partie à l'université de Dakar. Moi, j'ai été envoyé à l'université du Bénin au Togo et j'ai commencé mes études là-bas. Mais nous n'avons pas eu le temps de finir parce que, bon, il y a eu un épisode un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez ou bien si certains s'en rappellent, parce que je pense en deuxième année, nous avons eu des difficultés parce qu'il y a un de vos collègues, père à son âme, et Norbert Zongo, qui avait fait une lettre assez rugueuse à un de ses cousins qui était à Koutougou. Et malheureusement, cette lettre est tombée entre les mains de la police togolaise. Elle a été saisie, elle a été lue. Je pense qu'on a même interpellé les étudiants en journalisme, la classe de Norbert Zongo. On les a mis à la police. Il y a eu des enquêtes. Et Norbert Zongo a eu la chance, il a pu s'échapper, aller au Ghana et rejoindre le Burkina. Donc après ça, le président Yadema a pris des mesures draconiennes contre les étudiants burkinabés. On avait même voulu nous exclure parce qu'on était au mois d'avril. Alors, à l'époque, le président Cézerbo, c'était sous le CMRPN, a envoyé le ministre des Affaires étrangères, le colonel Félix Tiemtaboum, qui est venu pour demander pardon aux autorités togolaises. Et c'est suite à son intercession qu'on nous a laissé continuer. Mais nous avons été expulsés des cités universitaires. Et le gouvernement burkinabé a donné de l'argent et à chaque étudiant on a acheté des nattes. On a dormi, il a loué des maisons, on a dormi pour composer. Donc on a composé en juin et ceux qui ont réussi sont partis. Et ceux qui n'avaient pas réussi, qui avaient à reprendre la session, c'était fini. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé à l'université de Ouagadougou. Donc c'était la fin du séjour togolais. Voilà, c'était la fin du séjour togolais. Mais revenez un peu sur cette lettre. Est-ce qu'on peut avoir une idée du contenu de cette lettre que le regretté Norbert Zongo avait écrit à son frère? Bon, moi, j'ai eu la chance parce que, vous savez qu'à l'époque, il y avait la EVT, l'Association des étudiants voltaïques du Togo, qui a été dissoute. Et
il n'y avait plus d'association d'étudiants. Mais quand la crise est née, on a mis ce qu'on appelle le comité de crise. Et il y avait 5 étudiants qui avaient été désignés. J'ai eu la chance de faire partie de ce comité de crise-là, qui avait pour but de chercher les maisons, de reloger les étudiants. Et donc, quand le colonel Félix Thiemtaboum est venu, il a tenu à recevoir le comité de crise, plus quelques étudiants, au domicile d'un de nos aînés, et M. Nanga, qui faisait office de vraiment, qui encadrait un peu les Burkinabés au Togo. Et vraiment, il nous a lu quelques extraits de la lettre. Avec le recul du temps, je pense que c'était un peu violent. Parce que je me rappelle d'une de ces phrases qu'il avait écrites. C'était bien écrit, dans un français bien écrit, bien stylé. Mais c'était un peu dur. Il a dit que le coefficient intellectuel du président Eyadema n'était pas plus élevé que le coefficient intellectuel du petit boucher du grand marché de Ouagadougou, du dernier des petits bouchers du grand marché de Ouagadougou. Parce qu'il se nourrissait avec du gari mélangé à du haricot. Donc vous voyez que c'était méchant quand même. Ça plume acerbe, c'était déjà depuis... Ah oui, depuis... En tout cas, moi, à l'époque, quand j'ai écouté la lettre, les extraits de la lettre, il écrivait très bien. Et voilà une lettre qui vous vaut donc, en tout cas, de voir votre séjour écourté à Lomé. Vous revenez à l'université de Ouagadougou. Mais est-ce que les conditions à l'université de Ouagadougou, à l'époque, étaient réunies pour vous recevoir? Bon, nous, on n'a pas senti de conditions particulières. Parce que, bon, on n'était pas nombreux. Hein. En droit, ils étaient plus nombreux que nous en sciences éco. Quand nous sommes arrivés, en 3e année, moi, j'avais choisi l'option planification. Nous étions 11. Et en gestion, ils étaient une trentaine. Donc, vraiment, et puis il y avait la bourse. Je pense que la bourse était de 32 500. Bon, on à l'époque, c'était une fortune. C'était une fortune, on n'avait pas de problème. On arrivait à acheter des petites motos avec ça. Donc, vraiment, je trouve que les conditions étaient bonnes. On étudiait et puis vraiment, on avait... Comme on n'était pas nombreux, les professeurs encadraient les uns et les autres correctement. En 3e année, en 4e année, les mémoires se faisaient. Bon, je pense qu'il n'y avait pas de problème particulier. Et chemin faisant, donc, vous poursuivez vos études plus tard, après l'université de Ouagadougou, à Montpellier, en France, où donc vous obtenez un diplôme d'études supérieures spécialisées. Alors, comment vous avez eu cette opportunité-là? Non, il faut dire que moi, j'ai soutenu quelques jours avant le 4 août 1983. Et parce qu'on était déjà, il y avait déjà eu le CSP1, CSP2, dont le pays était déjà agité. Et le 4 août 1983, quand la révolution est venue, bon, moi j'avais déjà soutenu, on a tous sauté dans les CDR. Dans le mouvement des CDR, bon, beaucoup d'étudiants étaient là-bas, et on avait au préalable envoyé des dossiers d'inscription, puisqu'on envoyait les dossiers en cours d'année en Europe. La plupart des étudiants. Bon, d'autres, on avait envoyé des dossiers en Europe. Certains avaient déposé des dossiers pour le concours de l'ENA, l'École nationale d'administration. Donc, j'ai obtenu l'inscription en France. Et c'est ainsi que la révolution est venue le 4 août 1983. C'est un mois. Et le 12 septembre, je suis parti en France pour continuer mes études. D'abord à Bordeaux, ensuite à Montpellier. Mais vous étiez déjà piqué par, disons, par en tout cas la fièvre de la révolution naissante. Bon, on était dans le mouvement parce qu'on n'avait pas accepté, on avait beaucoup d'admiration pour le CSP. Hein? Donc, quand le président Sankara a été arrêté, on s'est tous mis dans le mouvement, dans les manifestations. Ça a été un peu comme ça. Alors, 1985, on peut dire que c'est un peu le début de votre carrière professionnelle. Alors, nous sommes sous la Révolution, bien sûr, et vous entrez, disons, par le haut, parce que vous êtes chef de projet, quand je vois votre curriculum, du plan quinquennal au niveau de l'Office national du commerce extérieur. Alors, comment on peut expliquer cette fulgurance, M. Kiemde? Non, je suis arrivé, j'ai été embauché à l'Office national du commerce extérieur comme employé, comme j'avais fait évaluation des projets. Et vous savez que la planification, à notre temps, la planification était perçue comme vraiment la clé du développement de l'Afrique. Et donc, la planification à l'époque était vraiment très importante. Vous étiez un oiseau rare? Non, on n'était pas... J'étais pas un oiseau rare parce qu'on était un certain nombre, hein, parce que nous étions quand même 11 à avoir fait planification à l'université de Ouagadougou. Donc, mais avec des filières différentes. Donc, quand moi je suis rentré, j'ai été embauché à l'Office national du commerce extérieur et on est tombé directement sur le plan populaire, le PPD, le programme populaire de développement.
donc qui était une planification assez rigoureuse, bien organisée. Donc c'est ainsi qu'on m'a confié un peu les études. Et au niveau de la direction des études, je me suis occupé un peu du plan quinquennal de développement. Alors, chargé du secteur bétail-viande en 1989, ça c'est après la Révolution, directeur général de l'Union des coopératives agricoles et maraîchères du Burkina Faso, UCOBAM, en 1991, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie, et dans la foulée, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de l'Inde, la Thaïlande, la Corée du Nord, le Vietnam, l'Iran, le Bangladesh, l'Afghanistan avec résidence à New Delhi de 1996 à 2002. Alors, M. Kimde, c'est une sacrée carrière. Soit vous avez une belle étoile, ou alors vous avez un bon carnet d'adresses. Non, 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 il n'y avait rien de tout cela. Je pense que c'est les circonstances et les événements qui ont fait que j'ai eu cette carrière-là. Sinon, il n'y a pas de mérite particulier. Voilà, je pense que... Donc on met tout cela sous le coup de la bonne étoile. Moi, je pense. Vous étiez là au bon moment. Voilà, c'est tout. Au bon endroit. Au bon endroit. Sinon, c'était pas... Il n'y a pas eu de coup de main particulier. Alors, vous êtes par ailleurs ancien président du conseil d'administration de la Société nationale d'hydrocarbures, ancien président de l'agence Faso-Bara, ancien président du Salon international de l'artisanat et de l'artisanat de Ouagadougou, dont la 15e édition se tient d'ailleurs fin octobre. Aujourd'hui, quel est le regard que vous jetez sur l'évolution de ce salon? Alors, il faut dire que, justement, et ce salon, je pense qu'il faut rendre hommage à nos devanciers qui l'ont initié. C'est l'Office national du commerce extérieur et la Chambre de commerce qui ont lancé d'abord Artisanat 424 sous la Révolution, qui va devenir plus tard le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et avant d'être président du conseil d'administration, j'ai été un peu... Quand ça a été transformé de Artisanat 424 en salon, j'ai été un peu le premier secrétaire permanent. Et justement, nous avions pris le mot secrétariat permanent parce qu'on venait de sortir de la Révolution et sous le CSP1, et l'organe qui dirigeait le CSP1 s'appelait le secrétariat permanent. Donc c'est ainsi que vous avez préféré garder le mot secrétariat permanent. C'était à la mode. C'était à la mode. Donc on a gardé le mot secrétariat permanent du CIAO. Je pense que le CIAO a bien évolué. Parce que quand j'étais à la Chambre de commerce, puisqu'on faisait le salon à la Maison du Peuple, avec des sécos qu'on démontait après. Finalement, quand je suis arrivé à la Chambre de commerce, avec les uns et les autres, on a pensé qu'il était bon qu'on essaie de trouver des infrastructures définitives. Et c'est ainsi qu'on a prospecté un peu dans Ouagadougou pour avoir les sites. Et quand le maire de Ouagadougou, c'était Mme Sanfo, nous a proposé le site actuel du CIAO, nous sommes partis, tout le monde a crié. Beaucoup de gens ont crié, ils ont dit non, c'est trop loin, c'est en brousse, c'est pas la peine, si vous faites, personne ne viendra. Voilà un peu ce qu'on nous a dit. Alors, bon, le président Roch Kaboré était à l'époque ministre des Finances. Nous sommes passés le voir et il nous a dit, écoutez, je pense qu'il faut faire là-bas. Celui qui veut viendra, celui qui veut ne vient pas. Voilà comment nous avons accepté le site. Et on a fait là-bas, et on a eu un petit budget, on a essayé de faire des infrastructures définitives. Donc je pense que le CIAO a bien évolué. Aujourd'hui, vraiment, c'est une très belle vitrine pour le Burkina. Mais est-ce qu'au-delà du CIAO, parce que l'objectif également de ce salon-là, c'est de valoriser l'artisanat au Burkina Faso, aujourd'hui, est-ce que ce secteur-là exprime pleinement son potentiel au Burkina Faso? Je pense que ce secteur n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire. On a des artisans de valeur, mais encore il faut améliorer l'encadrement. Il y a eu le village artisanal qui est déjà un pas en avant, mais je pense qu'il faut mettre encore des structures. Il est vrai qu'il y a la Chambre des métiers, qui est un vieux rêve aussi, hein, parce que la Chambre des métiers est née un peu de l'éclatement, la Chambre de commerce, puisque l'artisanat était à la Chambre de commerce, mais je pense qu'aujourd'hui, la Chambre des métiers n'a pas suffisamment les ressources financières pour permettre à ce secteur-là de prendre son envol. Sinon, je pense que notre artisanat peut même dépasser l'artisanat du Kenya, qui vraiment, à l'époque, on avait été voir au Kenya ce qui se passait là-bas. Je pense qu'il nous faut encore faire des efforts. Le problème, c'est quoi? C'est le financement des artisans à la base?
Moi, je pense que c'est le financement et l'encadrement. Les artisans doivent être encadrés. C'est surtout ça pour améliorer leur niveau. Alors, quand on regarde votre parcours en 2002, quand vous rentrez bien sûr de l'Inde, de New Delhi, alors vous avez pris tout de suite la direction du privé avec votre société, la Société industrielle et minière d'Afrique de l'Ouest, dont vous êtes l'administrateur. Pourquoi vous n'êtes jamais rentré dans la fonction publique? Parce que la fonction publique, quoi qu'on dise, en tout cas dans l'acception générale, c'est le confort, c'est la sécurité. Pourquoi vous n'avez jamais pris de numéro matricule? Bon, en fait, il faut dire que depuis l'université, j'ai voulu être un patron d'entreprise. Ce n'est pas facile. J'ai toujours rêvé de diriger une entreprise. Donc, c'est ça qui m'a valu de quitter l'ONAC pour aller à l'UCOBAM, être directeur, apprendre la gestion. Et avec à la Chambre de commerce, j'ai eu un peu plus d'expérience. Et chemin faisant, j'ai pensé qu'en Inde, j'ai beaucoup vu. Le potentiel en Asie pour la création des petites entreprises est énorme. Alors, quand je suis venu ici, j'ai essayé de faire tout doucement une petite entreprise, une toute petite entreprise, bon, qui est là depuis 2002, des hauts et des bas, on en a connu, mais c'est ça aussi la vie. Hein. J'ai toujours aimé parce que... Comment elle se porte aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, elle a des difficultés, mais c'est comme ça, c'est inhérent. La CIMAO, la Société industrielle et minière d'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est inhérent à la vie de l'entreprise, hein, des hauts et des bas, donc il faut faire avec tout ça. Mais la fonction publique a l'avantage, quand vous êtes à la fonction publique, c'est confortable. Vous avez un confort. Bon, le secteur privé, c'est l'aventure. Donc j'ai choisi un peu la voie de l'aventure. Ben, on verra. Aujourd'hui, est-ce que le climat est favorable à l'épanouissement des rêveurs comme vous au Burkina Faso, ceux qui veulent être des petits patrons, ou en tout cas des grands patrons? Je pense que de plus en plus, il faudra rêver. Parce que la fonction publique ne peut plus absorber tout le monde. La fonction publique ne peut pas. Donc il faudra de plus en plus créer des entreprises. Moi, où ça me fait un peu de peine, c'est au niveau du secteur de l'industrie. Je vois que la création industrielle n'est pas suffisante. Mais il faut, pour que le pays se développe, il faut la création d'entreprises industrielles. C'est l'agriculture, c'est l'industrie. Moi, je ne suis pas d'accord que nous sommes aujourd'hui à peu près plus de 50 ans d'indépendance. Nous ne sommes toujours pas capables de fabriquer certains produits nous-mêmes. Je pense que même au point de vue industriel, je peux dire qu'il y a un recul. Parce que dans les années 1960, 62, quand nous étions petits, il y avait au Burkina une usine de boîtes d'allumettes. Aujourd'hui, nous ne fabriquons même plus une boîte d'allumettes. Tout est importé. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'après tant d'années d'indépendance, même le papier hygiénique, nous soyons obligés d'importer? Je trouve que c'est grave, c'est un recul. Donc moi, je suis pour que une industrialisation massive du pays. Je pense que c'est ça, la clé de voûte pour le développement. Et c'est ça aussi qui va créer des emplois. Parce que, quoi qu'on dise, la fonction publique ne pourra pas continuer à absorber tous ces cadres qui sortent de nos universités. Mais malheureusement, c'est un peu ça l'esprit. Hein. Les élèves ont fait le lycée, on arrive à l'université. Dans la tête de la majorité des jeunes burkinabés, le rêve, c'est la fonction publique. Parce que, comme je vous dis, la fonction publique, c'est le confort. Vous avez au moins votre salaire à la fin du mois. Est-ce qu'on a une jeunesse qui a peur du risque? Moi, je ne dis pas que la jeunesse a peur du risque, mais il faut amener la jeunesse à risquer, à aller dans le secteur privé. C'est ça. Peut-être que les aînés aussi n'en font pas suffisamment, mais je pense qu'il faut, en tout cas, y réfléchir pour voir comment drainer le maximum de monde vers l'industrialisation. Parce qu'il y a les entreprises de services. Les entreprises de services, c'est bien, mais je pense que c'est l'industrie qui développe le pays, l'industrie et l'agriculture. Parce que vous voyez, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens rêvent. Quand vous voyez les jeunes, tout le monde veut travailler dans le secteur minier. Parce qu'on dit dans le secteur minier, on a des salaires mirobolants, des salaires élevés. Mais moi, je dis, le développement du Burkina n'est pas dans le secteur minier. Il est dans l'agriculture et dans l'industrie. Parce que ce que j'ai dit en plaisantant souvent aux gens, l'agriculture est à la surface de la terre. L'industrie est à la surface de la terre. Nous n'avons pas pu nous développer sur la surface de la terre. Nous voulons aller maintenant dans le ventre de la terre pour nous développer. C'est un rêve. Pour chercher le bon filon. Voilà.
Alors à présent, M. Kemde, nous allons évoquer votre engagement politique. Pour commencer, à quand remonte en tout cas votre entrée dans l'arène politique? Je dirais que il n'y a pas eu de période d'entrée comme ça. Depuis l'université, on militait un peu dans le mouvement étudiant. Je vous ai dit qu'en 1983, on a suivi un peu le mouvement, la révolution. C'était les jeunes CDR. Voilà, on a été quelques mois CDR. Et quand moi je suis revenu de mes études, moi j'ai adhéré avec certains camarades que je ne citerai pas ici, au PAI. Nous sommes partis au PAI parce que c'est au Parti PAI africain de l'indépendance. Voilà, que vraiment on avait la formation. Et moi j'étais dans la cellule de Philippe Ouedraogo, à qui je profite même rendre hommage aujourd'hui. Donc ils nous ont formés, on a beaucoup appris avec eux. Alors, à un moment donné, au PAI, nous avons senti qu'il y avait beaucoup de difficultés. Il a fallu partir, il a fallu s'assumer. Qu'est-ce qui se passait alors? Ce n'était pas toujours facile. Vous savez, quand on est dans les cellules... Vous aviez du mal à vous faire place au soleil? Non, c'est pas qu'on avait du mal à... C'était rigoureux. Et on avait un peu marre de la rigueur. Parce qu'il fallait aller, je pense, que c'était tous les jeudis, à la formation, suivre, etc. Donc voilà un peu, nous sommes sortis et on a rejoint un peu la marche en cours. L'ODPMT est né, bon, on n'a plus le temps en marche. Voilà un peu, après le CDP, et puis c'est parti. Hein. Donc voilà un peu l'histoire politique. Mais à vrai dire, je n'avais pas d'ambition d'être député. Mon ambition a toujours été d'être maire. Mais l'histoire est ainsi faite. Vous rêvez de quelque chose, vous ne l'avez pas. Je n'ai jamais été maire. À défaut de la maman. Alors en 2012, Oui. depuis 2012, vous êtes donc élu député sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement, Oui. parti d'opposition au Congrès pour la démocratie et le progrès. Alors quelques années plus tôt, de 1996 en 2002, vous étiez plutôt ambassadeur du Burkina Faso, c'est-à-dire représentant du président du Faso en Inde. Oui. C'est un poste de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle pour que, en 2012, vous vous retrouviez dans l'opposition? Je pense que il n'y a pas... Je pense que j'ai été nommé ambassadeur parce que en Inde, quand nous sommes partis, quand le président est parti en Inde, je faisais partie de la délégation pour la négociation, pour les tracteurs, etc. J'étais à la chambre de commerce. Bon, c'est ainsi que, bon, le moment venu, bon, ils ont certainement pensé à moi, c'est comme ça que j'ai été nommé. Bon, mais vous n'aviez pas de proximité avec le parti au pouvoir à l'époque? j'étais membre du bureau politique quand même. Voilà. J'étais même des instances. Voilà, j'étais membre des instances, mais je n'étais pas un éminent membre. J'étais un militant obscur. Donc, je n'étais pas un membre imminent du parti. Hein. Alors, donc, c'est comme ça que je suis parti comme ambassadeur. Mais, avec l'évolution, avec un certain nombre de camarades, on se sentait un peu à l'étroit. Parce qu'on n'avait pas toujours le même regard à certains moments. C'est ainsi que quand nous sommes rentrés, bon, avec encore des camarades, on a pensé qu'il était bon de fonder un parti pour provoquer l'alternance. C'est ainsi que moi j'ai adhéré à l'UPC. Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence d'une frustration? Peut-être qu'en ce moment, vous étiez rentré de l'Inde, vous n'aviez plus de poste, peut-être que c'est la frustration. Non, je n'avais plus besoin de poste puisque j'avais créé une petite entreprise que je dirigeais avec fierté. Donc ce n'était pas la frustration, mais c'est la volonté de continuer dans l'action politique. Et nous avons pensé qu'il fallait préparer l'alternative, parce que nous, on ne voyait pas le pouvoir rester comme ça éternellement. Lorsqu'on parlait, n'allait pas rester éternellement. Donc il fallait préparer la relève. Je pense un peu, c'est à cause de ça qu'avec des camarades, nous avons créé l'UPC. Mais à l'époque, quand vous êtes parti donc, avec des camarades donc, pour fonder ce parti d'opposition, l'Union pour le progrès et le changement, quel était votre degré d'optimisme? Parce que c'était quand même à l'époque de la toute-puissance encore du CDP. Moi, vraiment, j'avais l'intime conviction que les choses allaient changer. Mais je ne pensais pas qu'elles allaient changer comme cela. Aussi vite. Aussi vite. Moi, j'avais l'intime conviction que bon, les uns et les autres,
allaient comprendre les choses. Et je pense que les autres avaient compris. Parce que quand nous étions à l'Assemblée, moi je pense, enfin en tout cas j'avais le sentiment que beaucoup de personnes, beaucoup de députés n'étaient pas favorables à la modification de l'article 37. Mais chacun a un calendrier particulier, chacun a ses contraintes qui font que les gens calculent. Sinon, je pense que majoritairement, beaucoup n'étaient plus pour la modification de l'article 37. Je ne citais pas de nom ici, mais il y a vraiment d'éminents députés de l'ancienne majorité qui disaient que, bon, ils n'étaient pas pour. En privé, ils le disaient, mais bon, en public, ils étaient obligés de suivre le mouvement. Voilà, de suivre le mouvement, de se réserver. Et c'est pour ça, moi, je pensais que, en tout cas, dans l'isoloir, puisque si le vote devait se faire à bulletin secret, moi, j'avais le secret espoir que nous allions l'emporter. Mais les événements ont été plus vite que nous, bon, voilà. En tout cas, en 2012, vous êtes élu, donc député à l'Assemblée nationale, député du Bazega. Qu'est-ce qui fait votre force à la base pour que vous ayez ce crédit-là des électeurs du Bazega? Je n'ai pas une force particulière. Hein. C'est un ensemble de camarades, de militants du Bazega. Mais la politique, c'est les moyens, M. Kembe. C'est les moyens, c'est les relations. C'est surtout les relations. Moi, je ne parle pas en termes de moyens, parce qu'en termes de moyens, vous n'aurez jamais assez de moyens. Mais en politique, il faut avoir des réseaux. Surtout que vous aviez des adversaires quand même qui avaient les... Voilà, il faut avoir des réseaux, il faut avoir un minimum de moyens, je dirais. Mais c'est surtout aussi le mode de scrutin. Parce qu'avec le mode de scrutin qui est appliqué ici, pour que dans une province donnée, et un parti arrive à prendre les 2 sièges, c'est difficile. Le plus fort reste fait que vous avez toujours des chances d'enlever le second siège. Voilà un peu. Alors depuis 2012, vous êtes à l'hémicycle, réélu en 2015, toujours sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement. Et tout se passe bien jusqu'à cette fameuse loi PPP, loi d'allègement donc des procédures des projets PPP, en juillet 2017 à l'Assemblée nationale. Contre le mot d'ordre du parti, vous êtes 2 à rester dans l'hémicycle et vous apportez votre caution à ce texte-là. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette défiance de l'autorité au sein de l'UPC? Non, je pense qu'on fait erreur. Le vote de la loi, là, PPP, là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sinon, les divergences ont commencé très tôt à l'UPC. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que je ne suis plus un militant. Mais dès le premier congrès, parce que l'UPC réunissait des camarades venus d'horizons divers. Si vous reprenez les premiers documents de l'UPC, il n'y avait pas de choix idéologique. On dit que l'UPC était là pour faire ce qui n'a pas été fait et améliorer ce qui n'a pas été bien fait. Mais nous avons été surpris. Quand nous sommes arrivés au Congrès, qu'on nous impose de devenir des libéraux. C'est un parti libéral. Voilà. Le choix de parti libéral, ça a posé problème. Parce que moi, je n'ai jamais été libéral. Moi, je me suis toujours défini comme un socialiste africain. Voilà ce que moi, je me définis comme un socialiste africain. D'autres dans le parti se définissent comme des libéraux. Mais vous auriez pu partir dès ce moment. Non, d'autres disent qu'ils étaient des socialistes, d'autres disent qu'ils sont des communistes. C'était un melting pot. Voilà. Et on a accepté ce principe-là dès le départ. Mais certaines personnes, au cours de l'évolution, ont décidé, sans concertation, de changer, de faire de l'UPC un parti libéral. Mais quand vous dites qu'on aurait pu parler, on ne parle pas comme ça en politique. On se prépare. Donc, dès cette époque-là, il y a eu des divergences. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont venues s'ajouter, notamment sous la transition, etc. Donc, voilà un peu. Qu'est-ce qui s'est passé sous la transition? Je pense que tout ça, c'est derrière nous. Ce n'est pas la peine. Le jour où j'écris un livre, je pourrais tout mettre dedans et je vais vous le donner. Je pense que, en tout cas, parmi les griefs, on reprocherait notamment au président du parti de ne pas être, entre griffes, démocrate, mais d'imposer des choses au niveau du parti. Est-ce que c'était également votre sentiment? Le président est un ami. Le président Zéphirin Djabré. Plus qu'un ami, c'est un frère. Nous avons cheminé plus de 40 ans ensemble, depuis la seconde. Donc, je m'abstiens de m'asseoir sur un plateau de télévision pour le critiquer. Si je dois le critiquer,
Je pense qu'il y a d'autres lieux et d'autres moments pour le faire. En tout cas, retenez qu'il y a eu des divergences à tel point que j'ai été exclu, c'est tout. Alors vous avez été exclu, vous venez de le dire, en juillet 2017, considéré comme un traître au niveau du parti. Comment vous avez vécu cet épisode-là? Parce que vous étiez considéré à l'intérieur comme un traître désormais. Non, moi, ça m'a fait un peu de peine. Mais j'estime que c'est ça aussi. Les gens doivent être capables de s'assumer. Quand moi je ne suis pas d'accord, je dis non. Parce que l'histoire du PPP, il y a ça dans le programme de l'UPC. Nous nous sommes réunis le matin avec les députés UPC. Majoritairement, les camarades étaient pour qu'on vote la loi. Une minorité a dit non, si on vote la loi, comme le président du parti s'est déjà opposé à la loi, demande à ce qu'il appelle à une marche, si nous faisons ça, c'est désavouer le président. Il ne faut pas désavouer publiquement le président. Je dis non, c'est une erreur. Nous devons regarder la vérité en face. Donc, droit dans mes bottes, j'ai dit, moi je vote la loi. Ce n'est pas plus que ça. Vous ne regrettez rien aujourd'hui? Pas du tout, au contraire. Je pense que l'histoire m'a donné raison. Puisque après moi, 13 députés sont partis. Donc ça veut dire que ils ont créé le groupe parlementaire du PC RD. Voilà. Et aujourd'hui, après le congrès, je ne sais plus ce qui se passe là-bas. Bon, attendons l'histoire. Il ne faut pas dévancer l'iguane dans l'eau. Attendons. La marche politique se poursuit. Je pense que on verra ce qui va arriver. Et la marche politique aujourd'hui, c'est que vous avez créé donc votre parti, l'Union pour la République et la démocratie, l'URD, qui vient rallonger la liste déjà considérée comme longue des partis politiques, environ 150 partis déjà répertoriés. Pourquoi ne pas intégrer un parti, surtout que vous êtes d'obédience social-démocrate? Il y a déjà des partis qui sont dans la même ligne idéologique. Pourquoi vous n'adhérez pas à ces partis plutôt que de créer? C'est ce que j'ai déjà eu à dire lors de la conférence de presse. Ce n'est pas parce qu'on dort sur la même natte qu'on fait les mêmes rêves. Sur cette démocratie-là, chacun voit midi à sa porte. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas trop de partis politiques. Puisqu'en dernier ressort, c'est le peuple souverain qui tranche. Il y a 120 partis politiques au Burkina. Mais quand on va à l'élection, il y a une dizaine qui sont à l'Assemblée nationale. Le peuple fait son choix. Moi, j'estime qu'il faut laisser le peuple trancher. Peut-être que vous avez préféré être une tête de souris plutôt qu'une queue d'éléphant. Moi, je pense les têtes de souris ne sont pas à l'Assemblée. Nous avons des conseillers municipaux. Nous avons déjà au moins un député. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais quand vous dites que vous avez déjà un député élu sous la bannière d'un autre parti, quand même. Oui, sous la bannière de l'UPC. Parce que j'étais membre de l'UPC. Ce n'est pas le parti. Les gens ne votent pas le parti. Mais les gens votent le citoyen. Vous voyez. Si vous prenez le t-shirt de l'UPC, vous habillez un âne, vous partez à Comissi, il ne sera pas élu. Vous voyez. Hein? Donc c'est l'individu, voilà. Élisée Albert Kiemdé surtout. Je pense que les populations du Bazaga ont investi. Alors à la présentation du parti le 11 septembre dernier, vous indiquez que le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Oui. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là et quel est le projet de votre parti? Vous voyez, après l'insurrection, rien ne peut être comme avant. Beaucoup de choses ont changé et vont devoir changer. La gouvernance même a changé. Le système démocratique est plus visible. Donc, il faut que les partis politiques jouent franc jeu. Vous ne pouvez plus imposer, il ne peut plus y avoir la dictature au sein de certains organes. Il y a beaucoup de transparence. Donc voilà un peu. Et sur le plan économique, sur le plan social, il faut que les dirigeants donnent du résultat. S'il n'y a pas de résultat, le peuple ne va pas accepter. C'est pour ça que nous disons que nous sommes à la croisée des chemins. Quant au programme politique que nous allons le faire, il n'appartient pas à un individu de le faire. Il y a une commission au niveau de notre parti qui est en train de préparer le programme politique que nous aurons très prochainement le plaisir. Mais vous avez quand même une vision. Nous avons une vision que je vous ai dit. C'est l'agriculture,
c'est l'industrie, c'est la création des emplois. Une société véritablement démocratique, où nous disons, c'est la République d'abord. Le reste là, c'est des artifices. Alors, vous n'êtes ni de la majorité, ni de l'opposition, à en croire en tout cas ce que vous avez dit au cours de cette conférence de presse-là. Mais finalement, où est-ce que vous êtes? Donc pour vous, au Burkina, il n'y a que l'opposition et la majorité. Voilà les deux composantes de notre société. Mais vous n'avez pas précisé non plus que vous êtes à quelque part, M. Kemdé. Non, moi je dis non. Oui. Les deux composantes de la société burkinabé, ce n'est pas l'opposition et la majorité. Nous définissons, il y a des axes de travail, il y a des priorités, il y a des problèmes qui se posent dans ce pays-là. Par rapport à un problème donné, si l'opposition a raison, nous disons le point de l'opposition est juste. Si c'est la majorité qui a raison, nous disons le point de vue de la majorité est juste. Il n'y a pas à être dans un camp. Mais M. Kemdé, vous ne pouvez pas être à l'extérieur pour jouer les juges. Nous ne sommes pas à l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas un manque de courage politique? Non, nous ne sommes pas à l'extérieur. Au contraire, nous sommes à l'Assemblée. C'est à l'Assemblée qu'on vote. Si je n'avais pas le courage, vous pensez que j'aurais voté pour les choses? Pour le PPP? Il y a des gens qui ont eu peur de défendre leur point de vue, ils n'ont pas voté. Quand la majorité vient, la majorité est représentée à l'Assemblée, enfin, par le gouvernement. Quand le gouvernement vient, il y a des lois que nous critiquons sévèrement. On a fait retirer beaucoup de lois par le gouvernement. On s'est opposé. Donc, ça, c'est pas par manque de courage, au contraire. Mais vous vous sentez plus proche de qui? La majorité de l'opposition? Je pense qu'à l'heure actuelle, le gouvernement, moi je ne parle pas de la majorité, moi je parle du gouvernement. Je pense que le gouvernement fait des efforts. La situation politique, économique n'est pas facile. Il y a des réalisations que le gouvernement tente de faire. Il faut savoir accepter. Mais je dis, on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. On veut voir plus. Bon, l'opposition aussi est dans son rôle. Ils ont le devoir de critiquer. Personne ne leur interdit de faire ça. C'est ça. Est-ce que vous rêvez de 2020? Est-ce que vous allez être candidat, par exemple? Ce n'est pas moi qui tranche, c'est le parti. Nous venons de naître. Notre priorité aujourd'hui est la mise en place de nos structures. Quand nous allons mettre en place les structures, nous allons appeler un congrès. C'est pas loin, 2020 n'est pas loin. Et le congrès va se prononcer. Alors, M. Kemdé, nous allons progresser dans cette émission et évoquer à présent les questions d'actualité. Des questions, l'actualité bien sûr marquée par l'insécurité et en tout cas la recrudescence des attaques terroristes, notamment à l'Est, après le Sahel. Alors, comment vous vivez cette situation pour commencer? Je vis ça avec beaucoup d'inquiétude. J'estime que c'est dommage que nous soyons dans ce cycle de violence. Il faut que tous les Burkinabés se mobilisent pour bouter ce fléau hors de notre pays. Voilà ma réflexion. Et moi, j'ose croire qu'aucun Burkinabé responsable et de bon sens ne peut appuyer cela. Le pays est menacé. Je pense que nous devons nous resserrer les coudes. Mais certains, notamment de la majorité, voient derrière, en tout cas, la recrudescence de ces attaques-là et la manière dont elles sont menées, une main, en tout cas certains pointent du doigt, des anciens, en tout cas des anciens dignitaires, et qui aujourd'hui n'ont plus donc, en tout cas ceux qui étaient de connivence avec les narcotrafiquants et autres, qui n'ont plus cours, qui seraient derrière ces attaques. Moi, je n'ai pas de preuves. Mais je dis tout est possible. Mais je trouve que ce sera dommage que des Burkinabés s'attaquent à leur propre pays. Moi, je n'ose pas y croire. Donc, voilà un peu. On a eu également quand même un acte de profanation d'église, notamment à Dissine. Oui. C'est dans le sud-ouest. Est-ce que, jusqu'à présent, on n'a pas la preuve qu'il s'agit là d'un acte terroriste, mais est-ce que ça n'en rajoute pas à l'inquiétude aujourd'hui, M. Kemdé? Oui, justement, tout ça, c'est vraiment déplorable. Parce que la liberté de culte est reconnue par la Constitution, est reconnue dans notre pays. Donc je pense que chacun est libre de pratiquer sa religion. Donc moi, je pense que ça, c'est un acte
d'intolérance. Il faut laisser chacun pratiquer sa religion. Il ne faut pas juger les religions. Quelle doit être la réaction face à ce type d'action? Il faut condamner. Moi, je pense qu'il faut condamner et redoubler de vigilance. C'est tout ce qu'on peut faire. Puisqu'on n'a pas identifié les fauteurs, les auteurs, donc il faut redoubler de vigilance et puis, ma foi, souhaiter que de telles situations ne se reproduisent plus. On a vu également circuler une vidéo d'un mouvement islamiste qui revendique ces attaques-là, notamment à l'est du Burkina, et qui se revendique également de la nébuleuse Al-Qaïda. Est-ce que vous accordez du crédit à cette revendication-là? Moi, je ne crois pas. Je suis perplexe. Parce que je pense que les djihadistes ont des modes, d'autres modes de revendication. Mais tout est possible. Peut-être qu'ils ont changé entre temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, quelle que soit la revendication, il faut condamner. On voit donc que les forces de défense et de sécurité aujourd'hui sont en première ligne, nuit et jour, pour faire face donc à cette menace-là. Mais est-ce que vous pensez que les Burkinabés aujourd'hui sont suffisamment mobilisés? Parce que à chaque fois, il y a des appels à la collaboration des populations. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a pris la pleine mesure un peu de ce combat-là? Je pense que les Burkinabés ont conscience, mais on devrait pouvoir faire un peu plus. Parce que dans d'autres circonstances, dans d'autres événements, on a senti le peuple burkinabé plus mobilisé que ça. Il s'agit de la survie de la nation. Donc moi je pense que nous devons nous mobiliser encore davantage. Alors dans ce contexte, il y a donc toute cette agitation autour de la marche de l'opposition. Une marche qui est donc prévue ce 29 septembre pour, disent-ils, dénoncer en tout cas l'incapacité du régime en place, ce sont leurs mots. Alors, cette marche, quelle est votre lecture concernant donc cette décision de l'opposition? Je pense que la marche fait partie des prérogatives des partis politiques et c'est admis, c'est accepté par la Constitution. Je pense que l'opposition est dans son droit de chercher à marcher. Bon, moi, je ne vois pas d'inconvénient. La seule question que je me pose, mais comme n'étant pas de l'opposition, je ne sais pas si cette question vaut la peine. Est-ce que le moment est bien choisi? Voilà la question que je me pose. Sinon, je pense qu'ils sont dans leur bon droit. Moi, je vois plutôt que c'est un peu l'opposition essaie un peu de jauger sa capacité de mobilisation. Sinon, je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens de protester. Ils essaient un peu d'établir un rapport de force. C'est ce que je pense. Quand vous vous interrogez sur l'opportunité, est-ce que c'est le bon moment? Je pense qu'au niveau de la majorité, la réponse est claire. Le moment est mal choisi. On l'a vu au cours des conférences de presse animées par l'Alliance La Majorité, par le MPP. Alors tous, en tout cas, tirent à boulet rouge sur cette décision de marcher au moment où le pays, en tout cas, est en plein combat contre le terrorisme. Alors, comment vous analysez tout cela? Moi, je pense que la majorité, c'est dans son droit, hein, parce que c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, d'autres formes de protestation, d'attirer l'attention du gouvernement sur ce qui ne va pas que d'organiser une marche? Bon, mais l'opposition est responsable. Je pense que... Est-ce que vous auriez fait cela? Nous, à l'URD, on ne l'aurait pas fait. Donc, mais l'UPC est responsable. Il faut attendre, l'histoire jugera chacun. Donc, nous sommes peut-être un peu pressés, mais en tout cas, l'histoire dira qui a eu raison ou qui a eu tort. Alors, toujours autour de cette marche, on a vu donc cette passe d'armes, disons, en tout cas ces amabilités échangées entre Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, et le ministre d'État, Simon Compaoré. Alors, le chef de file de l'opposition estimant que s'il y a casse au cours de cette marche, c'est que M. Simon Compaoré aurait acheté des voyous. Voilà, vous qui regardez un peu de l'extérieur, alors qu'est-ce que ça vous inspire? Les deux hommes, je les connais. Pour les avoir fréquentés, je pense que cette passe d'armes là, c'est tout à fait normal. Hein, parce que quand on était ensemble au CEFOP, j'ai déjà vu des passes d'armes plus violents entre M. Simon Compaoré et M. Zéphirin Diabré. Hein, parce que le jour, je me rappelle que le jour de la dissolution du CEFOP, entre Zéphirin Diabré et Simon Compaoré, ça n'a pas été facile. Bon, mais c'est normal, hein. Chacun défendant sa chapelle, je pense qu'il est de bonne guerre que chacun essaye d'affirmer ses positions
Bon, ces deux personnages au sang chaud, bon, c'est normal. Alors l'actualité, ce sont également ces bisbilles au niveau de la CENI, avec en tout cas cette note publiée par des commissaires de la CENI, 5 en l'occurrence, et qui fustige la gestion du président actuel de la CENI, Newton Ahmed Bahri. Il pointe du doigt une gestion solitaire et autocratique, avec également une gestion en tout cas qui ne serait pas conforme à l'orthodoxie pour ce qui concerne la passation des marchés. Alors comment vous analysez un peu ces troubles au sein de l'organe qui est chargé donc d'organiser les élections au Burkina Faso? Bon, moi, j'estime que ce n'est jamais facile de diriger une structure où il y a à parité l'opposition et la majorité. Parce que les gens n'ont pas toujours la même lecture des décisions. Une décision prise par le président peut être taxée de légal ou d'illégal selon la position politique qu'on a. Donc moi, je pense que bon, ce qui se passe à la CENI là, moi je souhaite que vraiment la raison revienne et que vraiment ils trouvent un modus vivendi pour bien gérer la structure. Mais est-ce que ce n'est pas de mauvais augure au moment où on s'oriente, en tout cas probablement, vers un référendum en mars 2019? Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas en tant qu'acteur politique? Non, non, moi ça ne m'inquiète pas parce que je sais qu'ils vont revenir à la raison. Chacun monte un peu les enchères pour certainement tirer les marrons du feu, mais je pense qu'ils vont finir par s'asseoir et trouver le juste milieu. Et justement, parlant de ce référendum, il y a eu un peu cette cacophonie. Le président de la CENI qui annonce une date. Oui, oui. Alors, le ministère de l'administration territoriale qui rappelle un peu le président à l'ordre en indiquant que c'est en tout cas au Conseil des ministres de convoquer le corps électoral. C'est ça. Alors, est-ce que ce n'est pas de l'amateurisme? Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est pas triste de voir un tel spectacle? Non, quand on gère des structures, il peut y arriver des petites erreurs. Ça, c'est des petits manquements. Parce que, bon, vous savez... Donc, il y a erreur. En fait, selon ce que le gouvernement a dit, il y a eu peut-être des flottements, mais je pense que le président de la CENI n'a pas décidé seul. C'est certainement en corrélation avec peut-être ses conseillers ou d'autres personnes, mais tout de même, qu'il ne lui appartenait peut-être pas d'annoncer ça publiquement. Bon, mais moi je trouve que ça c'est des détails, tout ça. Alors le coût du référendum, on a vu des acteurs de la société civile, en tout cas faire une sortie en estimant que c'est un référendum qui va nous coûter très cher, oui, et que cet argent pourrait servir à la lutte contre le terrorisme et qui suggère plutôt de passer par l'hémicycle, ce qui va revenir moins cher pour le passage donc à la 5e République. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse l'économie d'un référendum au Burkina Faso dans ce contexte? Bon, moi, je trouve déjà effectivement qu'à partir du moment où la Constitution est un flux consensuel, on aurait pu faire l'économie du référendum pour le faire passer directement à l'Assemblée. Mais il semble que le Conseil constitutionnel a dit que pour donner vraiment force à cette Constitution, il serait bon qu'il soit mis au référendum. Bon, et je pense que les deux positions se défendent. Maintenant, il appartient au peuple burkinabé de trancher. Et vous personnellement? Moi personnellement, j'aurais aimé la voie référendaire, la voie parlementaire, pour faire l'économie de ces milliards. Oui, oui. Moi, c'est mon point de vue. Alors, l'actualité également, c'est le procès du putsch. Le putsch dont on vient de fêter le 3e anniversaire, le 16 septembre dernier. Alors, au stade actuel, on est à l'audition des officiers. On a vu passer donc des capitaines à la barre. Mais jusqu'à présent, personne ne reconnaît les faits. Alors, tout le monde semble avoir découvert le coup d'État après coup, disons. Alors, comment vous vivez ce procès-là, disons? Bon, moi, je pense que tôt ou tard, la vérité finira par sortir. Parce qu'on a traîné, même pour... Vous avez vu un peu pour lancer le procès, ça n'a pas été facile. Maintenant, on est à la phase des auditions, les gens reconnaissent un peu, les autres nient. Bon, je pense qu'au finish, il y aura un courageux qui s'assumera. Moi, ça, c'est ma lecture. Donc, vous pensez que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de courageux? Chacun a dit ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Mais je pense qu'il y aura quelqu'un qui dira quelque chose. Et tout le monde sera d'accord. Ça, c'est ma lecture. Je pense que ça viendra. Dans tous les cas, je pense que le procès avance normalement. Chacun doit se défendre. Hein.
quand on est devant le juge, ce n'est jamais facile. Et quand on voit un peu les peines qu'on risque, ce n'est pas évident. Mais moi, je ne suis pas inquiet. Est-ce qu'on va un jour véritablement savoir ce qui s'est passé, selon vous? Tôt ou tard, on connaîtra la vérité. Je dis tôt ou tard, on connaîtra la vérité. Maintenant, nous sommes peut-être un peu impatients, mais donne le temps au temps. Moi, je pense qu'avec le temps, tout finit par se savoir. Voilà, donc bon. Parce qu'avant ce procès, avant l'ouverture des auditions, beaucoup avaient estimé que ça allait être le grand déballage et que ce procès-là allait peut-être, en tout cas, c'était une bombe à fragmentation qui allait toucher beaucoup de... On sent qu'aujourd'hui, en tout cas à la lumière des auditions, alors d'aucuns tentent d'impliquer toute la hiérarchie militaire, alors en tout cas des gens extérieurs aujourd'hui, en tout cas sont cités dans ce procès. Est-ce que ça n'en rajoute pas un peu à l'obscurité, en tout cas dans cette volonté de comprendre ce qui s'est passé? Non, moi je pense qu'il faut savoir lire les déclarations des uns et des autres. Et on ne peut pas tout dire à l'instant T. Avec le temps, je pense que les choses viendront. Vous voyez, les choses viendront. J'ai suivi un peu le procès du Sénabé. Il n'a pas parlé. Mais la vérité a fini par sortir. Donc, ici, les gens ont accepté de parler. Maintenant, c'est nous qui disons qu'ils ne disent pas tout, ils ne disent pas la vérité. Mais je pense que la vérité finira par sortir. Alors, M. Kemde, nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire. Oui. Une rentrée marquée donc par la fermeture de près de plus de 200 écoles non reconnues officiellement. D'abord, comment vous avez accueilli cette décision du MENA de fermer ces écoles? Moi, j'étais heureux. Hein, parce qu'il y a des établissements, vraiment, quand on les voit, le cadre s'y prête pas. On sait que ces écoles ne sont pas à la hauteur et ils reçoivent les enfants. Alors, moi, je pense que si le ministère et le gouvernement ont eu le courage de faire ça, c'est une bonne chose. Il faut que ces établissements se conforment à la loi et à la réglementation. C'est tout. Mais c'est des établissements qui accueillaient quand même des milliers d'élèves. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que ces élèves-là se retrouvent... Je pense qu'il faut que le ministère aussi continue, que si ces établissements sont fermés, qu'on ait la liste des élèves et qu'on voit où est-ce qu'on peut les transférer. Voilà. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce qu'il ne faut pas des écoles au rabais. Si nos écoles sont au rabais, les diplômes sont remis en cause, ce n'est pas bon pour l'avenir du pays. Actualité hors de chez nous, M. Élisée Kemde, et nous commençons par le Mali. Le Mali, donc, où l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta vient de se faire, c'était ce vendredi donc. À ce moment, à la veille même de cette investiture, on a vu une marche de l'opposition qui a encore été, en tout cas, interdite. Soumaïla Cissé qui continue de revendiquer la victoire. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, en tout cas comme réflexion, cette attitude? Moi, je souhaite que les Maliens reviennent à la raison. Le Mali souffre déjà de ce qui se passe dans le nord de leur pays. Je pense qu'ils n'ont pas besoin encore d'une crise post-électorale. Donc moi, je souhaite que les uns et les autres soient habités par la raison et que vraiment, ils mettent un peu d'eau dans leur vin pour que le Mali puisse avancer. Avancer dans quelle direction? Selon vous, quel est aujourd'hui le premier défi qui se pose à Ibeka au moment où démarre son second mandat? Il faut que le gouvernement malien arrive à recouvrir la totalité du territoire malien, qui est l'administration sur tout le territoire malien. Je pense que ça, c'est le premier défi. Ensuite, viendra le défi du développement. L'actualité également, toujours en Afrique, est dominée donc par les élections qui se profilent dans certains pays. On a la République démocratique du Congo, où en tout cas l'opposition en rang dispersé fait face au dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, l'opposition qui a du mal à trouver son unité. Deux poids lourds exclus, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, mais il n'en demeure pas moins que Félix Tshisekedi, mais également Vital Kamerhe ont vu leur candidature donc validée. Est-ce que cette opposition-là, si elle n'est pas divisée, elle a une chance? Moi, je ne connais pas très bien les hommes qui constituent la classe politique en RDC. Je connais simplement, j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois à Paris M. Jean-Pierre Bemba, c'est lui seul que je connais, mais j'ai plutôt connu son père, le regretté Janou Bemba Saoulema,
qui était le président de l'ANESA, l'Association nationale des employeurs du Zaïre. Je l'ai fréquenté un peu à Ouaga, à Paris et à Bruxelles, parce qu'il était venu ici pour l'inauguration du CIAO en 1995. C'est comme ça que j'ai eu à faire connaissance. Mais je dirais que le Congo est un pays vaste, avec une population importante, avec une grande classe politique qui doit pouvoir se surpasser pour les intérêts supérieurs de leur pays. En tout cas, moi, je sais que c'est difficile, étant dans l'action politique. Je sais que même si c'était au Burkina... Est-ce que ce n'est pas ça le mal, disons, des opposants en Afrique? Parce que chacun préfère aller en rang dispersé et puis être défait, que, en tout cas, de se rabaisser et puis s'aligner derrière un seul pour pouvoir s'imposer. Oui, mais l'unité à quel prix? Vous avez parlé tout de suite. Le Burkina, nous sommes 20 millions avec 120 partis politiques. Qu'est-ce qui justifie cela? Au Congo, ils sont encore plus nombreux. Le pays est encore plus vaste. Moi, je ne veux pas que les gens fassent l'unité pour l'unité. Non. Quand l'opposition congolaise sera prête, elle prendra le pouvoir. Ça, c'est comme ça. Les élections également au Cameroun, ça, là, c'est pour le 7 octobre. Paul Biya est candidat donc à sa propre succession, 85 ans, près de 36 ans passés au pouvoir. Face à lui, il y a 8 autres candidats. Alors, quand vous regardez aujourd'hui Paul Biya qui est candidat à sa propre succession, on sait que c'est une candidature qui a été donc dénoncée par un certain nombre d'acteurs, notamment les Américains. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, c'est la faiblesse de nos constitutions. J'estime que, moi je suis pour la limitation des mandats. Et je pense qu'au Cameroun, le mandat était limité. Ils ont fait sauter le verrou. C'est dommage. J'estime que le président Paul Biya a beaucoup donné. Il gagnerait peut-être à prendre un peu de recul. Mais ça, c'est nous, assis à Ouagadougou, qui analysons comme ça. Peut-être que nous ne connaissons pas très bien les réalités du peuple camerounais. Mais dans tous les cas, moi j'ai l'intime conviction que tôt ou tard, les Camerounais vont se réveiller. Ils ne sont pas moins intelligents que les Burkinabés. Donc tôt ou tard, ils vont se réveiller. Ils vont peut-être payer un lourd tribut, mais ils finiront par se réveiller. Merci, M. Kiemde. Je pense que ça va être le mot de la fin. Merci encore d'avoir accepté notre invité. Député Albert Élisée Kiemde, je rappelle donc que vous êtes député à l'Assemblée nationale élu sous la bannière UPC et aujourd'hui vous êtes le président de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Merci encore pour votre disponibilité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Sur la brèche. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro.